Bonjour les amis, est-il possible de devenir développeur, voire même architecte logiciel quand à la base on était chimiste? Louis est tombé dans l'informatique quand il était petit, il a eu la chance à l'époque, ça remonte déjà un petit peu, d'avoir un ordinateur à la maison, c'était un Atari, et il a pu commencer à assouvir sa curiosité, à taper ses premières lignes de code, mais il ne pensait pas une seconde en faire son métier. Aujourd'hui, il est architecte logiciel, également directeur technique dans une ESN et il nous partage son parcours, ses conseils, mais également un projet qui lui tient à cœur, le projet Code-moi un mouton. Alors c'est un projet à haute valeur sociétale puisque Louis intervient dans des écoles avec plusieurs personnes pour apprendre la programmation, l'informatique aux enfants, leur ouvrir le champ des possibles et leur montrer qu'il existe plusieurs métiers dans lesquels plus tard ils auront la possibilité de s'épanouir. Mais il ne s'est pas arrêté là et ils ont mis en place un kit qui permet, avec une mini formation, que les enseignants puissent prendre le relais pour continuer à faire briller les yeux des élèves parce que c'est aujourd'hui une pleine réussite. Peut-être que vous allez aimer cette vidéo, partagez-la. Les petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne ainsi que la cloche de notification, activez-la pour pouvoir recevoir la notification des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Dans quelques instants, vous allez voir l'interview court, c'est-à-dire des extraits de l'interview. Vous pouvez retrouver l'interview complète en vidéo sur l'article du blog Coder pour changer de vie. Je vous mets le lien dans la description. En bas de l'article, vous aurez la vidéo complète et en haut de l'article, vous aurez le podcast. Je vous souhaite une bonne interview et je vous retrouve juste après. Ciao, ciao! Comment je suis venu à l'informatique? Par passion, très tôt, très jeune, j'étais déjà féru de ça. Alors maintenant, je suis plus tout jeune et c'était il y a un certain temps, déjà, mais j'ai commencé effectivement, à coder, sur mon premier ordinateur qui était un Atari à l'époque. Je me rappelle où il y avait pas grand-chose, où tu démarrais le truc et puis, fallait, se débrouiller avec et faire tout avec. Donc j'ai tout de suite été passionné, accroché là-dedans et passé beaucoup de temps, trop pour mes parents, là-dessus. Et puis c'est toujours resté un loisir, un plaisir à la fois sur le code que aussi le jeu, parce qu'il y avait aussi ce côté jeu que j'aimais beaucoup. J'ai suivi un cursus qui n'était pas dans l'informatique, qui était plutôt dans les sciences, où j'ai fait de la physique et de la chimie. Euh, Parce que à l'époque, j'avais la possibilité de faire ces différentes choses et tout m'intéressait et il n'y avait pas forcément autant, on va dire, de connaissances, tout au moins à mon niveau, de tous les métiers d'informatique et de tout ce qu'il y avait autour de ça. C'était pas aussi développé, bien qu'il y avait des métiers autour de l'informatique. Donc je travaillais dans la chimie et je faisais l'informatique, je faisais des systèmes qui prenaient, analysaient des photos, faisaient des calculs dessus et faisaient des stats à partir de ça pour faire des mesures. Et puis en fait, je suis revenu moi j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que en fait, ce que j'aimais dans ce que je faisais, c'était vraiment la partie calcul, informatique, analyse, algorithmie, que il y avait pas mal de choses à faire dans ce sujet-là, et j'ai eu l'opportunité de basculer en informatique parce que c'était avant l'année 2000 et on manquait déjà à l'époque de pas mal d'informaticiens, il y avait pas mal de cursus de reconversion autour de l'informatique. Alors j'ai pas suivi un cursus de reconversion, on va dire, j'y suis allé directement et puis j'ai basculé ou continué ou prolongé l'informatique. D'abord par le biais de la formation où j'étais formateur et puis après j'ai en mettant le pied un peu plus à fond, un peu plus professionnellement dans le développement où j'ai fait du développement et puis après j'ai évolué toujours autour du développement en faisant différentes choses et puis côté formation, comme j'avais un manque de diplôme en informatique à cette époque, et que malgré tout, faut bien l'avouer, après, pour rentrer dans certaines boîtes, à certains niveaux, certains postes, eh ben, il faut afficher des galons, plus que des compétences en fait. Mhm. Donc j'ai suivi des cours du soir en informatique. Et donc j'ai passé un diplôme d'ingé en cours du soir en informatique en même temps que je bossais. Via le CNAM, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai fait le CNAM. Mais à l'époque, tu voyais ça un peu comme le Graal, et puis il y avait certaines références comme, alors j'écorche tout le temps son nom, je suis désolé, Martin Follwer.
qui pour moi était le Graal en termes de réflexion, d'architecture. Et donc je me dis que le titre était bien, qu'il fallait aller à ça pour avoir ce type de projet, ce penser sur ces responsabilités-là. Donc tu le vois un peu comme en tout cas à l'époque je le voyais un peu comme un objectif. Alors pour resituer le contexte, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille. Comme je disais, j'ai basculé dans l'informatique avant l'an 2000, donc je Ouais. vous laisse faire le calcul. Donc ça fait un peu plus de 20 ans. D'ailleurs j'ai beaucoup rigolé sur le bug de l'an 2000, c'était un peu Ouais. une histoire dont on pourrait reparler, je pense. Toujours est-il, pour revenir à ta question, oui, c'était un peu un saint Graal, et puis c'était à la fois dans la littérature, dans les postes, dans les offres, dans le diplôme que j'ai passé, parce que c'était un diplôme d'architecture informatique. Donc ce terme-là revenait souvent. Après, c'est un terme très vaste, Mhm. parfois galvaudé, parfois surestimé, sous-estimé. Mhm. Et en plus, il y a plein de types d'architecture, de types d'architectes avec des responsabilités et des missions différentes qui peuvent ou pas correspondre aux différentes personnes. Ou en tant qu'architecte, à un certain moment, c'était toi qui posais la réflexion du choix des solutions technologiques, de la façon dont ça devait être implémenté, de comment ça allait cohabiter avec l'ensemble du système. C'est des choses qui ont quand même pas mal évolué aujourd'hui, Mhm. et on reconnaît que la personne qui fait le dev a aussi des capacités, et bien heureusement, à avoir des choix qui sont cohérents, et d'autant plus que c'est lui qui va les implémenter derrière et qui va les maintenir. Tous les chemins sont possibles. Après, il y en a des plus faciles. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est si tu pars d'entrée avec les bonnes formations, les bons diplômes, tu vas partir lancer, tu vas montrer un sésame, pas qui prouve que tu seras compétent, mais qui prouve que tu t'es intéressé au sujet, que tu as appris sur le sujet, que tu sais apprendre, moi j'espère, tout Mhm. pour moi. Après, les cursus d'ingénieur en informatique ou de master ou autre sont pour beaucoup d'écoles des cursus où tu vas apprendre de l'algorithmie, tu vas apprendre à avoir des connaissances sur des langages qui seront plus ou moins bien, mais tu vas passer à côté de plein d'autres choses aussi, Mhm. autour de l'importance de bien coder, de tout ce qu'on va appeler craftsmanship aujourd'hui en fait, de la façon de coder, de l'élégance que ça peut avoir, et de l'importance de faire un code lisible parce qu'il y aura des gens qui vont le relire, de faire un code testable, de mettre des tests. Tous ces éléments-là étaient, sont en partie pas nécessairement bien traités dans les phases de formation initiale. Mhm. Et on apprend beaucoup sur projet, sur de la littérature, puis on revoit aussi des choses qu'on a appris qui évoluent, qui changent, on apprend en conférence, on a plein de modes d'apprentissage. On a une tel nombre de ressources aujourd'hui sur l'informatique, que ça va du tutorat dont tu parlais, de petit Hello World, à des projets sur lesquels tu peux mettre le pied dedans, sur GitHub ou d'autres réseaux, parce qu'il y a aussi GitLab qui fait son Mhm. réseau de dev où tu peux participer et apprendre dessus, tu peux suivre des mocks, tu peux faire plein de choses, tu peux suivre des cours à distance, tu peux dire je fais un break et je fais une orientation, tu vas avoir la NPE ou d'autres choses qui vont t'aider aussi à faire des orientations, tu vas avoir des boîtes qui vont payer tes formations, tes orientations. Il y a plein de solutions. Euh, faut prendre celle qui correspond à son parcours, à ce qu'on a fait, quoi. Après, au plus on est en ligne droite, au plus ça sera simple. Mes enfants, les personnes que je connais, leurs enfants, auront très facilement accès à l'informatique. Parce que on a des parents qui font ça, parce que on est dans un monde un peu privilégié, donc ils pourront suivre des études, ils pourront découvrir ce que c'est, ils y auront l'accès. S'ils sortent un peu de ce milieu, si c'est des filles, ça sera plus dur pour eux, ça sera pas forcément naturel. Naturel entre guillemets, parce qu'ils n'auront pas ce stéréotype-là. En fait, ils auront un stéréotype qui dit, ben, l'informaticien, c'est un homme blanc de plus de tant de trucs, qui a fait des études, etc., etc.
Or, l'informatique, c'est de la simple logique. Tout le monde fait preuve de logique. Après, il y a des disciplines, il y a des choses à apprendre. Mhm. Mais au final, un langage informatique, il est composé de peu de mots, pardon. Il est beaucoup plus simple que la langue qu'on parle tous les jours, que le français, que l'anglais, que l'italien, que l'espagnol, que toutes les langues que tu peux imaginer. Et après, il suit une certaine logique. Donc, on a tous les capacités à le faire. On n'a pas forcément l'appétence, on n'a pas forcément l'envie, mais Mhm. il n'y a aucune barrière réelle, on va dire sensée plutôt, parce qu'il y a des barrières réelles, aucune barrière sensée qui fait qu'on ne pourrait pas faire de l'informatique. Et donc, il y a des biais qui font qu'aujourd'hui, les informaticiens en France sont des hommes blancs en majorité. Et ces biais-là, si on réfléchit, si on remonte, on va dire, ok, si on prend le cursus normal qui fait qu'on a des informaticiens qui arrivent sur le marché, ça va être les universités, ça va être les écoles, quelles sont les parts, quelles sont les diversités qu'on va retrouver dans ces universités, dans ces écoles. Là, on voit que c'est biaisé. Si on redescend un peu encore, déjà au lycée, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'hommes qui font des sciences que de femmes qui font des sciences. Donc c'est biaisé aussi. Si on continue de descendre, en fait, on arrive jusqu'au niveau de la maternelle où il y a une égalité, où les gens, les garçons, les filles se parlent, se regardent normalement, sans a priori, et puis Mhm. on commence à avoir des biais qui apparaissent dès la primaire, en quelque sorte. Des gens qui se disent, tiens, c'est pas pour moi. Et partant de ce constat-là, on s'est dit, on n'est pas magicien, mais peut-être qu'on peut faire des choses pour les générations futures, des Mhm. choses que j'ai pu faire pour mes enfants, en leur montrant que c'était possible, quelle que soit leur origine. On peut le faire pour d'autres personnes, pour qui c'est pas forcément accessible, et peut-être qu'on peut aller montrer à des enfants de primaire que l'informatique, tout le monde peut en faire, que c'est ludique, que c'est accessible, et qu'il y a plein de métiers autour de ça. Donc on a eu ce constat-là et on s'est dit, voilà, est-ce qu'on peut contacter des écoles primaires pour aller leur proposer d'intervenir dans les écoles? Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai demandé à mon boss si on pouvait faire ça. J'ai préparé tout un truc, un argumentaire, tout ça. Je pense que j'ai dû lui expliquer 30 secondes et pour lui c'était OK quoi. C'était bon. Ça, Donc c'est top. on l'a fait sur le mode expérimentation, en se disant au début, donc on est une boîte où on est à travers la France et on a des agences ailleurs. Mais on s'est dit on va d'abord expérimenter sur Lyon. J'en ai parlé à mes collègues qui étaient dans des autres régions et puis en fonction de comment ça se passe, voilà, vous testerez. Donc on a fait l'expérimentation sur Lyon où on a adoré. Ça s'est super bien passé. Et puis après, toutes les autres régions ont continué, ont repris le flambeau. Et donc, sauf cette année qui a été pourrie avec le Covid, Ouais. depuis quelques années, on intervient dans des écoles primaires. Il y a eu des variations aussi. Il y en a qui ont fait ça dans des lycées. Il y a eu d'autres choses avec un autre objectif de se dire, cette personne-là sera formée et derrière pourra continuer sans nous. Ah oui, d'accord. Donc il y avait un objectif de faire découvrir ça aux enfants, leur donner le goût, qu'ils aient envie de continuer après derrière, et puis derrière que les professeurs puissent prendre le produit et puis continuer. Alors quand je dis produit, c'est une, une appellation large quoi en fait, hein. Donc du Ok. coup, on a fait du Scratch avec eux, en utilisant donc la plateforme Mitedu Scratch. Mhm. Et puis en utilisant les cartes Scratch qu'on s'est servi comme support au début, et puis maintenant on a créé des ateliers, on a fait évoluer, on a fait d'autres choses, on a même construit un atelier à partir de cartes microbits pour avoir un côté tactile en fait, une interaction, et parce que c'est des cartes qui valent pas cher, donc c'est facile pour moins facile. C'est moins compliqué pour des écoles d'acheter ça que d'acheter des robots, parce qu'il y a des solutions avec des robots qui sont top, mais qui n'ont pas le même prix. Donc on a fait même des ateliers avec des robots, on a fait plein de Mhm. choses diverses et variées, en fonction des contextes et des personnes en face, quoi. Par contre, on a eu des retours Des de certains parents? instituteurs Ah oui, ouais. non, on n'était pas au contact avec les parents D'accord. qui nous ont dit qu'ils ont adoré. On a eu des élèves qui nous ont fait plein de petites cartes pour nous remercier.
Oh, c'est sympa. C'était trop mignon. Et puis des enfants qui ont dit ah, l'année prochaine, est-ce qu'on pourra la voir? Un autre enfant qui était super triste parce qu'il était malade au moment où on avait fait la première session, qui se dit ah non, je voudrais refaire. Donc on a eu ce genre de retour. Nous, on a mesuré un impact sur nous, c'est que ça nous a fait un bien fou. Oui, c'est déjà bien. Ça nous a fait un bien fou, quoi. Ça fait un truc. Ça, ça donne du sens des fois à ce que tu fais. Tu dis que je fais quelque chose qui a créé de l'intérêt, qui a fait vibrer, qui a fait que certaines personnes se sont dit ah ouais mais c'est super facile, c'est génial, je peux faire ou des fois des choses très marrantes sur des questions qu'ils avaient sur et est-ce qu'on peut faire ça et comment on fait ça et ben bien sûr, ben vas-y, fais-le. Comment tu le ferais toi? Et d'un seul coup, il y avait les yeux qui se mettaient à briller. Il y a un modèle assez français, effectivement, qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés, qui, j'ai l'impression, a tendance à évoluer, qui est que si passé tel âge, on n'est pas chef de projet, on a raté sa carrière, on a raté sa vie presque, qui, heureusement, n'est pas de partout, parce que on n'est pas obligé d'évoluer vers la gestion de projet. Alors après, il y a plein de gens qui font ça très bien, et voilà. Tant mieux pour eux, hein. C'est pas où on peut. euh, Rester, je dis rester, parce que souvent quand on commence dans l'informatique, on commence par les parties technologiques, pas toujours, mais bien souvent c'est ça. On peut rester dans la partie technologique et grandir dans la partie technologique. Après, les notions d'évoluer, attention, il faut pas chercher non plus une espèce de pyramide d'évolution, un truc à une fusée avec 15 étages. Ça, c'est des modèles, on va dire, où forcément ça se resserre et le côté purement technique, il va faire comme ça, à un moment donné, il va te rattraper et tu vas devoir faire des choses pour lesquelles tu peux être bon ou pas, que tu peux aimer ou pas, mais qui seront plus dans la technologie. Donc si ton kiff c'est la techno, c'est pas dans ces modèles-là que tu peux te retrouver. Heureusement, il n'y a pas que ça, donc tu peux grandir après les notions d'évolution, tu peux évoluer, grandir, mais faut pas courir derrière un titre spécifique parce que les gros titres de direction sont, à part des titres de CTO, des choses comme ça, sont pas des titres, sont vraiment plus dans la finance ou autre. Donc il y a des environnements, il y a des sociétés qui le permettent, où la technologie est reconnue. Donc déjà, bah, il faut trouver ces environnements-là, Mhm. pouvoir grandir dedans. Bien souvent, quand on est très bon dans les technos, quand on s'intéresse à ça, bah, on est curieux, donc on va faire des confs, on va lire des articles, on va contribuer à des projets open source, on va faire des choses, donc on va être dans ce réseau-là et on va connaître ce réseau. Et après, ça peut être dans des sociétés, ou ça peut être en indépendant, ou ça peut être chez un éditeur, ça peut être dans une start-up, dans un vieil éditeur, dans un jeune éditeur. Il y a plein d'endroits où on retrouve ce modèle-là. Maintenant, pour évoluer, ben, faut suivre ses passions, en fait. Je pense que Mm. c'est un moteur, le moteur qui vous fera avancer, qui vous fera grandir, c'est suivre ses passions. Dans les gens qui me suivent, il y a une question souvent qui revient parce que ils veulent rentrer dans ce monde-là, ils cherchent des formations et ils voient souvent la partie front, développeur web, développeur front, de temps en temps full stack. Toi aujourd'hui, si tu devais dégager actuellement des tendances, tu dirais que les opportunités ou le temps ou les orientations techniques pour demain sont plus à prendre dans la data, dans le cloud ou uniquement dans le front? Alors, ça va dépendre du lieu aussi, parce Ouais. il y a des lieux où il y a plus de typologie de projet. Et même si on fait beaucoup de travail en remote, ça joue quand même. Mm. Euh, les projets de data sont plus particulièrement en France concentrés sur Paris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, Mhm. mais il y a une masse de projets data sur Paris qui est quand même significative par rapport au reste. Par contre, toutes les typologies de projets se retrouvent de partout, globalement, moi, dans toutes les grosses villes, si on a besoin de travailler en présence. Et quand on commence, bien souvent, plus une question de, moi, la confiance ne sera pas accordée tout de suite, on n'aura pas forcément, on va dire, les galons, les preuves, l'expérience pour dire, bah, je suis tout à fait capable de travailler en distance, en autonomie, Mhm. bien qu'on puisse être tout à il n'y a pas d'âge pour travailler à distance, hein. J'ai commencé à travailler à distance en 2001.
J'ai fait du remote en 2001, j'en ai fait pendant 2 ans, et puis après, je suis revenu sur des trucs plus traditionnels. Donc, et j'étais quand même plutôt jeune et plutôt débutant à cette époque. Après, sur les autres, en termes de marché, il y en a pour moi de partout. Donc c'est pas un frein. Maintenant, ça, c'est les freins, mais les freins, c'est pas eux qui vous guident. Ce qui te guide, c'est ton envie. Donc le frein va peut-être complexifier, mais tu peux trouver des leviers pour le faire bouger ton frein, pour le faire sauter, pour l'enlever. Donc ça doit pas être, ça doit être connu, considéré pour se dire bah, comment je vais traiter ça, traiter ce sujet-là. Mais c'est pas lui qui doit te guider. Le guide que tu dois avoir, c'est qu'est-ce qui t'intéresse pour commencer. Est-ce que tu aimes quelque chose de plus visuel avec un retour immédiat, avec quelque chose comme ça, auquel cas tu serais plutôt autour du front? Est-ce que tu aimes quelque chose ou est-ce que tu as un attrait pour des choses où tu imagines que tu vas faire, tu vas travailler sur des gros volumes de données, tu vas faire des traitements autour, avec des transformations, avec de la réflexion, avec comment je peux essayer de trouver de la valeur autour de la donnée, ou alors tu auras un parcours par exemple plus de scientifique et la partie statistique data peut t'intéresser. Donc ça sera peut-être plus les côtés data en fait, avec plein de domaines encore dans la data. Hein. Il y a plein de choses. Est-ce que, à contrario, tout à l'heure je te disais, t'aimes bien avoir un retour visuel immédiat, avoir une interaction avec l'utilisateur, pouvoir lui montrer quelque chose, ou au contraire, t'aimes plutôt faire la partie algorithmie, sans te préoccuper de la forme, de dire l'ergonomie est comme ça, mon bouton il doit être comme ça, mon écran doit être organisé de telle manière pour que ça soit un sens, pour que c'est intuitif. Et toi, c'est plutôt les côtés algorithmiques qui vont t'intéresser, auquel cas tu seras plus entre guillemets back. Et donc peut-être plus creuser ça. Est-ce que tu vas plus t'intéresser à toutes les parties infrastructure, automatisation d'infrastructure, auquel cas tu seras plutôt côté cloud, DevOps, Ops. Le terme DevOps étant un terme un peu trop, on va dire, utilisé à tort. C'est plutôt une posture qu'un rôle, qu'une fonction, quoi. Ouais. Quand vous faites de l'informatique, que vous commenciez ou que vous ayez 20 ans, soyez prêt à apprendre et évoluer parce qu'on apprend et on évolue tout le temps. Donc c'est vraiment ça qui est important, quoi. Et après, oui, vous pourrez pas tout connaître, tout maîtriser, donc vous aurez des spécialisations, on va dire. Mais ces spécialisations, elles vont bouger. Puis à un moment donné, tiens, vous étiez plus sur le bac, la partie data vous intéresse parce que vous avez envie de faire de l'AI et plus spécifiquement du machine learning, par exemple. Et ben, vous allez vous commencer à vous intéresser à ça par un biais, par des librairies, par TensorFlow, par je ne sais pas quoi. Et puis, vous allez peut-être mettre un pied du coup dans le cloud parce que vous n'avez pas envie de monter une infrastructure monstrueuse là-dessus et puis avoir testé des trucs avec des jeux de data. Donc, c'est des concours de circonstances qui font qu'on s'intéresse à tel ou tel sujet, à tel ou tel truc, et puis des opportunités, et puis des fois on voit un truc qui ressort un peu plus et on se dit tiens c'est quoi ça, et puis on commence à creuser, puis ça nous intéresse, et puis on y prend goût, puis on commence à tester, et puis on se dit tiens en fait j'aimerais bien faire un projet là-dessus, et puis on va chercher un projet là-dessus. Et voilà, merci Louis, c'est fini pour cette interview. Les mots à retenir, c'est faites-vous plaisir, formez-vous, sachez vous entourer des personnes qui vous feront grandir, qui vous feront progresser. Si vous envisagez de démarrer une carrière de développeur, si vous êtes en pleine reconversion, que vous voulez savoir ce qui se cache derrière ce beau métier et ces beaux métiers, parce qu'il y en a plusieurs, vous pouvez télécharger gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. De mon côté, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!